il existe des photographes qui chuchotent avec l'intime, qui cherchent dans des visages une lumière ou un geste, un fragment d'éternité. Et puis, il y a Andreas Gursky. Lui, il ne s'attarde pas sur un détail fragile. Il regarde le monde entier. Ses photos sont des fresques monumentales, des paysages humains et industriels si vastes qu'on s'y perd. Et je dois vous le dire, Andreas Gursky est l'un de mes photographes préférés. À chaque fois que je me retrouve face à une de ses œuvres, j'ai la sensation d'être happé. C'est vertigineux, hypnotique, presque irréel. Et en même temps, c'est bel et bien notre monde, celui dans lequel nous vivons, recomposé avec une précision déconcertante. Andreas Gursky naît en 1955 à Leipzig, en Allemagne de l'Est. Son père est photographe, il tient un studio. Le jeune Andreas grandit donc entouré d'appareils, de flashs, de négatifs et de l'odeur de chimie des laboratoires. La photographie fait partie de son quotidien. Mais ce n'est pas l'artisanat du portrait qui va l'obséder. Au début des années 70, sa famille s'installe en Allemagne de l'Ouest. Andreas suit des études à l'école de design de Essen, puis entre à la prestigieuse Kunstakademie de Düsseldorf. C'est là que tout s'accélère. À Düsseldorf, il étudie sous la direction de Bern et Hilla Becher. Ces deux photographes allemands marquent une génération entière avec leur série de bâtiments industriels photographiés de façon frontale, objective, dans une lumière neutre. Leur méthode est rigoureuse, presque scientifique. Cette école de Düsseldorf influence profondément des artistes comme Thomas Truss, Candida Hofer, Thomas Ruff et bien sûr Andreas Gursky. Tous héritent de cette objectivité apparente, de cette frontalité glaciale. Mais Gursky va pousser cette logique beaucoup plus loin. Dès ses premières années, Gursky s'oriente vers le grand format. Il utilise des chambres photographiques qui permettent de capter avec une précision extrême, idéale pour imprimer ses images à plusieurs mètres de largeur. Chez lui, la photographie n'est pas pensée pour tenir dans un livre ou dans un petit cadre, mais pour occuper un mur entier, pour envelopper le spectateur. Ses premières images montrent déjà cette fascination pour les foules, vues de loin. Les paysages où l'individu devient un motif. Des skieurs dispersés sur une piste enneigée, des nageurs dans une piscine publique, des foules photographiées de haut. Chaque personne semble minuscule, mais ensemble, ils forment une composition presque abstraite. Au tournant des années 90, Gursky franchit une étape décisive. À une époque où beaucoup de photographes restent fidèles au pur argentique, lui adopte très tôt le numérique. Il scanne ses négatifs grand format et commence à travailler ses images sur ordinateur, avec Photoshop, encore balbutiant à l'époque. Mais il ne retouche pas comme on corrige une poussière. Il recompose. Dans de nombreuses œuvres, il enlève des éléments, en déplace d'autres, épure un paysage, élargit un champ de vision. Ces photos ne sont pas de simples prises de vue, mais des constructions numériques à partir de fragments de réel. C'est ce qui me fascine chez lui, cette frontière trouble entre photographie et image. Ses œuvres partent du réel, mais elles dépassent la simple capture. Elles recomposent le monde pour lui donner une forme idéale, presque picturale. Un exemple emblématique, Paris, Montparnasse, 1993. Cette œuvre montre un immense immeuble de logement parisien avec ses centaines de fenêtres. Mais en réalité, la photo finale n'existe pas telle qu'elle. Gursky a assemblé plusieurs dizaines de clichés pris séparément pour recomposer la façade entière. Le résultat paraît naturel, mais c'est un montage minutieux. De la même manière, dans des photos de supermarchés ou de marchés financiers, il ne se contente pas d'une seule prise. Il assemble plusieurs vues, supprime des éléments, corrige les lignes. Il ne cherche pas à documenter le réel tel qu'il est, mais à en donner une vision totale, un vertige global. Peut-être son œuvre la plus célèbre reste Rain 2, réalisée en 1999. À première vue, la photo semble presque banale. Une rivière, deux bandes de verre, un ciel gris, mais rien n'est laissé au hasard. Dans la photo originale, des usines, des bâtiments, des promeneurs apparaissent.
Gursky les a supprimés numériquement. Le paysage est réduit à quelques lignes horizontales, le Rhin devient un tableau abstrait, une composition minimaliste qui évoque autant la peinture moderne que la photographie. En 2011, un tirage de Rain 2 est vendu plus de 4 millions de dollars, établissant un record historique pour une photographie. Contrairement à ses maîtres, les Beecher, qui travaillaient uniquement en noir et blanc, Gursky adopte très tôt la couleur comme matière principale. Mais attention, la couleur n'est pas uniforme dans son œuvre. Parfois, elle est saturée, criarde, comme dans 99 Cent 2, 1999, où les rayons d'un magasin explosent en un chaos visuel de rouge, jaune et orange. D'autres fois, au contraire, elle est plus subtile, presque froide, comme dans ses paysages industriels ou ses vues d'architecture. La couleur, chez lui, n'est jamais neutre. Elle structure l'image. Elle donne une énergie qui attire l'œil et accentue la démesure. Pour comprendre Gursky, il faut parler de ses tirages. Ses œuvres sont imprimées en très haute résolution, souvent avec des procédés comme le tirage lambda, sur plusieurs mètres de long. Ces formats monumentaux transforment la photo en expérience physique. De loin, l'image apparaît comme une fresque abstraite. De près, chaque détail se révèle. Un visage, un objet, un geste minuscule. Gursky joue avec cette double lecture. Ses photos ne se regardent pas en un coup d'œil. Elles demandent du temps, de l'exploration. Mais au-delà de la technique, ce qui est la force de Gursky, c'est son sujet. Ses photos parlent de notre époque. Les supermarchés, temples de la consommation, les marchés financiers, chaos ordonné de l'économie globale, les foules de concerts, de courses, de manifestations, masses humaines réduites à des motifs graphiques, des paysages urbains ou industriels, symboles de la modernité. Ce qu'il montre, c'est la mondialisation. Un monde où tout est flux, où l'individu disparaît dans la masse. Ces photos nous fascinent par leur beauté, mais elles nous inquiètent aussi. Elles nous renvoient à une image parfois écrasante de notre propre époque. Des usines en Asie, des paysages naturels épurés, toujours avec cette distance, ce regard panoramique qui transforme la réalité en une composition abstraite. Ces œuvres oscillent entre documentaire et peinture. Certaines sont si épurées qu'elles semblent irréelles. D'autres regorgent de détails au point de devenir des labyrinthes visuels. Aujourd'hui encore, Andreas Gursky expose dans les plus grands musées du monde. Le MoMA, la Tate moderne, le Centre Pompidou. Ces photos atteignent régulièrement des prix records. Mais au-delà du marché, elles continuent de fasciner par leur puissance visuelle. Pour moi, Andreas Gursky n'est pas seulement un grand photographe. Il est une sorte de cartographe de notre époque. Ces images disent quelque chose de profond sur le monde contemporain, sa démesure, son chaos, sa beauté froide. Et si j'ai voulu vous parler de lui aujourd'hui, c'est parce qu'il est l'un de mes photographes préférés. J'aime son mélange de rigueur documentaire et de manipulation numérique, cette tension permanente entre réalité et artifice. Ces photos me rappellent que la photographie n'est jamais une simple copie du réel, mais une interprétation, une vision. Alors, la prochaine fois que vous croiserez une photo monumentale de Gursky, prenez le temps de vous approcher. De loin, vous verrez une structure, un système. De près, vous découvrirez une infinité de détails. Et vous comprendrez peut-être, comme moi, que son œuvre n'est rien de moins qu'un miroir de notre monde.